Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Berthiaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise, vous êtes aussi chef de groupe à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et j'ajouterai que vous êtes présidente du CPS à Etterbeek. Voilà, on est complet. Voilà. Mais d'abord, je voudrais que vous réagissiez à cette campagne faite pour redorer le blason de la Belgique à l'étranger. Cette campagne a été rendue publique aujourd'hui, ce matin, en fin de matinée. Je n'ai pas vu. Vous allez la découvrir avec nous. Donc, en fait, l'État fédéral a décidé de débloquer 4 millions d'euros pour mettre en avant une image qui permet de mettre en avant la Belgique, pousser les étrangers à visiter la Belgique, mais aussi à y investir. Et ça s'appelle 99 raisons de visiter la Belgique et d'y investir, parce que 100, ce serait un peu exagéré. Donc on voit qu'il y a déjà un peu d'humour. Et quand on regarde par exemple ici les moines trappistes, nos moines trappistes ne diront jamais qu'ils brassent la meilleure bière du monde, ils ont fait vœu de silence. Et donc on parle comme ça de tous les avantages de Bruxelles, de la Wallonie et de la Flandre, avec ce petit ton d'humour. Il y a des affiches, il y a des vidéos, et un site qui s'appelle autrement-phénoménal.be. Alors, bonne idée ou de l'argent perdu? Non, je trouve ça une très bonne idée. C'est pas, par rapport à d'autres campagnes, ce n'est pas un coût exorbitant. Je crois que la Belgique a fort souffert du lendemain des attentats, l'aéroport fermé, les touristes qui ne venaient plus à Bruxelles, qui avaient peur. Donc je crois que c'est important de redorer notre image. Je pense aussi qu'on est souvent, c'est notre petit côté sympa, nous les Belges, un petit peu trop modestes, mais que d'autres à côté font grand cas de leur pays, de leur tourisme, de leurs investissements, et qu'il faut aussi que nous prenions notre parti. On n'est pas assez fiers. Ah non, on n'est pas très fiers comme Belges, on est parfois beaucoup trop modestes. Alors, ce qui a vraiment suscité beaucoup de réactions ce week-end, c'est le référendum en Turquie, le oui à Erdogan. Et on a constaté que les Turcs de Bruxelles votaient plus comme les Turcs de la campagne turque que les Turcs des grandes villes. Alors, quoi, ils sont entièrement pro-Erdogan? Ils ont une vision plus conservatrice de la vie politique? Je ne sais pas, mais je suis inquiète parce que ce référendum, quand même, va renforcer les pouvoirs d'Erdogan. C'est un pays où on a quand même certains pas qui vont vers une dictature, où la presse est muselée, où on emprisonne les gens. On parle maintenant d'un référendum sur la peine de mort. Donc je ne comprends pas ce que mes compatriotes turcs de Belgique ont cru, ont voulu, ont pensé faire en votant ainsi. En tout cas, la majorité de ceux qui ont voté, puisqu'ils n'ont pas tous voté. Est-ce que ça veut dire que la Turquie s'éloigne de l'Europe avec ce vote? Ça, je pense que la Turquie est en train petit à petit de s'éloigner de l'Europe, tout en travaillant encore, pour le moment avec nous, sur le dossier des réfugiés notamment. La Turquie m'inquiète parce que moi, je suis profondément attachée à la liberté de presse et que la presse est muselée. J'entends que des intellectuels, des universitaires sont emprisonnés massivement. Donc, c'est ce qui me préoccupe dans ce dossier, parce que les Turcs qui vivent en Belgique voient une presse libre, les Turcs qui vivent en Belgique voient des universités où les intellectuels peuvent s'exprimer. Et donc, je ne comprends pas très bien. Alors, on a beaucoup critiqué, côté flamand notamment, une double allégeance et même dit cette double nationalité, il faut arrêter avec ça. C'est un député CDNV qui l'a dit et directement la NVA a emboîté le pas. Alors, pour vous aussi, cette double allégeance existe? Il faut arrêter cette double nationalité? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et je pense que la réaction de notre ministre des Affaires étrangères était la bonne. C'est de rappeler qu'on ne va pas lier la réflexion qui peut se mener au Parlement sur la double nationalité à une attitude politique. C'est comme si demain, j'espère que ça n'arrivera pas, les Français votaient pour Marine Le Pen et que du coup on disait tiens, il ne faut plus de double nationalité pour les Français non plus. S'il y a une réflexion sur la double nationalité, c'est un dossier de nationalité. C'est un dossier où on réfléchit aux avantages, inconvénients et pas en termes politiques et pas le lendemain d'un référendum. Si je me souviens bien, vous avez été échevine de l'état civil. Oui. Donc cette double nationalité, est-ce que ça pose des problèmes à Bruxelles aujourd'hui? Comme échevine de l'état civil, ça ne m'a jamais posé qu'un seul problème. C'est-à-dire? Et c'est un problème qui a été très médiatisé. C'est le jour où on a légalisé le mariage homosexuel chez nous en Belgique, alors qu'il était interdit en France. Et j'avais un couple qui voulait se marier, qui voulait être le premier couple à se marier en Belgique, et un des deux avait la double nationalité, dont la nationalité française. Et là, j'ai dû, à cause de ça, lui refuser le mariage. Il a fallu une adaptation légale pour qu'on puisse accepter le mariage. C'est la seule expérience en 25 ans. Alors, reparlons de la Turquie dans un autre cadre. La Turquie collabore avec l'Europe pour la gestion des migrants. Et Theo Franken, lui, il fait des sondages sur Twitter pour savoir s'il faut accueillir tous les réfugiés, s'il faut accueillir aucun réfugié, ou bien s'il faut accueillir seulement les chrétiens réfugiés. Ça vous a choqué, ce tweet? Mais je ne vois pas l'intérêt, d'abord. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire des sondages comme ça. Puisque
que la loi est la loi. Si quelqu'un est dans les conditions pour demander le statut de réfugié, il a le droit de devenir réfugié. Alors, faire des catégories de réfugiés, ça ne présente aucun intérêt puisque c'est illégal. Faire un sondage quand on doit appliquer une loi, je ne vois pas en quoi on devrait le faire. Maintenant, c'est vrai que, mais ce n'est pas un sondage qu'il faut faire, c'est une inquiétude qu'on peut marquer pour les chrétiens qui sont particulièrement massacrés, qui sont en grand danger, menacés pour les chrétiens d'Orient, mais ils ne sont pas plus en statut de réfugiés que quelqu'un d'autre qui serait dans les conditions d'être réfugié. Est-ce que ça ne vous énerve pas, toutes ces sorties de Theo Franken, de Zewol Demir ou d'autres de la NVA? Finalement, c'est chaque fois pousser un peu le MR dans ses retranchements. Moi, ça ne m'énerve pas, parce que je sais que quand il y a des recadrages nécessaires, le Premier ministre les fait. Et je pense qu'il le fait bien. Je vois qu'on fait monter des enchères dans certains partis flamands et qu'il y a des choses qui passent en Flandre et qui ne passent pas du tout chez les francophones, en tout cas. Mais je ne vois vraiment pas l'utilité de ce sondage. Ce sondage n'a aucun sens. Est-ce que c'est normal qu'un secrétaire d'État fasse ça ou qu'une secrétaire d'État aussi critique des partenaires de la majorité, le CDI, ça, vous savez, je veux dire qu'on le voit partout, hein, et dans toutes les majorités, pour les petites escarmouches entre partenaires de majorité. Les médias en font grand cas quand c'est Theo Franken, mais des escarmouches, j'en vois à la communauté française au sein de la majorité, on n'en parle jamais, mais il y a ça partout. Alors, autre sujet, le survol. Ça va être une semaine importante cette semaine, puisque le 22 avril se terminent normalement les procédures de conflit d'intérêts. Et le gouvernement bruxellois va devoir faire quelque chose, c'est-à-dire commencer à faire percevoir les amendes pour nuisances sonores ou bien négocier. Alors, que doit faire le gouvernement bruxellois? Moi, je crois que la seule voie dans le survol, c'est la négociation. Et je crois que ce que François Belot a initié au mois de mars, ces concertations de haut niveau technique entre les différents partenaires, les différentes régions, les différents experts, ont pu apporter déjà beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas de région à région. Il y a des paramètres techniques qui n'étaient pas les mêmes pour mesurer les choses de région à région. Donc je crois que maintenant on commence à avoir un dossier qui est véritablement à plat sur la table, avec des paramètres qui sont identifiés et qui vont permettre une véritable négociation. Et j'espère sincèrement que la voie de la négociation va aboutir. Alors vous êtes optimiste, mais la ministre Frémaux, donc la ministre bruxelloise, elle dit « Je n'ai pas de nouvelles depuis le 31 mars du ministre Belot ». Alors, la ministre Frémaux n'a peut-être plus, elle, eu de nouvelles depuis le premier jour des vacances de Pâques, pourquoi pas, mais je sais que les groupes de travail ont continué et continuent d'œuvrer, et que les techniciens, peut-être qu'ils n'informent pas leur ministre à Bruxelles, les techniciens sont toujours autour de la table. Et en même temps, la justice fait son travail, puisque le Conseil d'État, le 31 mars, justement, a condamné l'État belge, les riverains, les familles de Woluwe-Saint-Pierre, de Krenem et de Wezenbeek, qui avaient attaqué le plan Ancio, eh bien, ont gagné. Ils vont être dédommagés par l'État. Est-ce que la solution ne va pas venir finalement de la justice? Mais moi, je pense que dans ce dossier, la seule solution, c'est la solution négociée. Parce que sinon, oui, on va avoir des escalades judiciaires pendant des années et des années, et c'est les uns qui devront payer aux autres, et ce sont surtout, et c'est ce qui est terrible pour les Bruxellois dans ce dossier, ce sont les uns qui sont dressés contre les autres. Quand on a été libéré du plan Watley, d'autres ont pris les avions. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des solutions où perpétuellement on dresse les uns contre les autres. La solution négociée est la solution. Pour peu qu'on arrive à mettre des éléments objectifs sur la table. Alors, le pacte d'excellence, est-ce que la négociation, c'est aussi la bonne manière de travailler? Parce qu'on a quand même discuté longtemps de ce pacte d'excellence, en tout cas la société civile. Voilà, on a beaucoup discuté. La société civile a énormément travaillé, énormément investi, et ça, il faut le reconnaître. Et a bien travaillé? Ils ont travaillé, ils ont rendu un document de plus de 300 pages qui est un tout cohérent. On l'aime ou on ne l'aime pas. Je vous dirais qu'en ce qui nous concerne, il y a 85% qu'on partage. Tout à fait. Il y a 15% qu'on n'aime pas du tout. Mais alors, le gouvernement, par contre, j'ai envie de vous dire, est-il un pilote dans l'avion? Où est-ce qu'il est, le gouvernement? Où est-ce qu'il a budgété quelque chose? Où est-ce qu'il a prévu un phasage? Où est-ce qu'il a commencé une mise en œuvre? Maintenant, ils font faire des grandes consultations, de la pub, de la communication, qui va coûter super cher. Et à cause de ça, il est en train de se passer quelque chose. Rien n'est encore mis en œuvre, rien n'est donc décidé. Mais l'inquiétude grandit dans les milieux enseignants, parce qu'on a présenté certaines grandes réformes du pacte sans pouvoir dire quand, avec quel argent, comment. Et les gens se demandent, et moi j'ai rencontré, parce que je fais aussi ma tournée pour parler du pacte dans les différentes villes de la communauté française, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants et de directions
qui sont de plus en plus inquiets. Et l'absence de réponse, l'absence de décision ne fait que faire grandir cette inquiétude. Et je me rends compte que la base, ceux qui vont devoir appliquer le pacte, étant de plus en plus inquiète, avant même que quoi que ce soit mis en œuvre, est de plus en plus négative. Donc, je secoue tant que je peux la ministre et le gouvernement, puisqu'ils jouent en plus un drôle de petit jeu où c'est le ministre-président qui dit « je pilote le pacte », mais c'est la ministre de l'Éducation qui dit « c'est moi la ministre de l'Éducation ». Donc, en plus, ce bête jeu dans l'histoire, moi, je les talonne pour qu'ils expliquent clairement ce qu'ils vont faire, quand et avec quel argent. Les gens ont besoin de savoir. Mais est-ce que vous n'attisez pas un peu les braises là dans le feu en disant les gens se méfient et donc finalement vous allez encore pousser davantage de gens à se méfier? J'entends les gens. Et quand on organise ces réunions d'information sur le pacte, je me rends compte que généralement il y a quelques militants dans la salle, mais il y a surtout des enseignants et des directions qui viennent aux nouvelles, qui veulent savoir quoi, qui veulent qu'on leur explique. Bon. Et moi je peux leur expliquer ça dans les 300 pages. Parce que je les ai lus, parce que je les balade avec moi, mais je ne peux pas leur dire quand le gouvernement va le faire, comment il va le faire, ni avec quel argent. Donc vous croyez qu'en septembre, il n'y aura rien encore que... Pour le moment, les convoyeurs attendent. Et au Parlement? Et au vous Parlement, attendez aussi on nous répond toujours par le pacte. Toute question qu'on pose à la ministre, la réponse est dans le pacte. Mais alors, la mise en œuvre, qu'est-ce qu'on va faire quand? Alors j'entends au Parlement dire qu'un certain nombre de mesures devraient sortir seulement en 2019. Ça veut dire quand? Ça veut dire quand on va changer de législature. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que j'ai l'impression qu'on va faire porter toute la charge du pacte, tout ce qui va coûter beaucoup d'argent, sur un prochain gouvernement dont on ne sait pas encore comment il sera composé. Donc une prochaine majorité dans laquelle il y aura peut-être le MR. Peut-être nous. Et si le bébé arrive comme ça au MR, est-ce que vous le suivrez à 85% ou à 100%? Non, ce sera un problème concret. Imaginez qu'ils nous votent des décrets qui devraient coûter, on parle en rythme de croisière, de plus de 200 millions, en plus du budget actuel, pour pouvoir être mis en œuvre à partir de 2019. Où est-ce que ce nouveau gouvernement va trouver l'argent si rien n'est prévu? La question est posée. Merci Françoise Berthiaud. À demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.